Bonjour, aujourd'hui, je reçois Catherine Despeux, sinologue, éminente spécialiste de la tradition chinoise qui va nous parler de taoïsme, de médecine chinoise et de sagesse ancestrale, en particulier pour les étudiants de médecine chinoise, d'art énergétique et les pratiquants, les praticiens qui veulent vraiment mieux comprendre et utiliser, s'imprégner de cette connaissance précieuse, millénaire. Donc cette vidéo, je pense, ça va quelque chose qui va sûrement vous aider et vous passionner. Si ce contenu vous plaît, bien sûr, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager auprès des personnes à qui elle peut également être utile, avec qui elle peut résonner. Donc, c'est parti pour cet entretien avec Catherine Despeux. Donc, bonjour, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Catherine Despeux, donc grande spécialiste de la tradition chinoise, sinologue, expert du taoïsme et de la médecine chinoise, qui va nous accorder donc une petite interview très très sympathique, je pense, sur le thème du coup de la sagesse chinoise, en particulier je sais que parmi vous il y a beaucoup de praticiens ou d'étudiants de médecine chinoise, des arts traditionnels chinois. Donc elle va nous expliquer comment cette sagesse peut vous aider à mieux comprendre ces disciplines et à avancer, à progresser dans votre pratique et aussi dans votre cheminement intérieur. Parce que Catherine, tu vas sûrement le confirmer, mais la médecine, c'est une voie globale. Ce n'est pas seulement une technique, un outil, mais c'est donc une voie globale d'évolution et de cheminement personnel. Donc, Catherine Despeux, je vais te présenter rapidement avant que tu commences tes explications. Donc, tu es, comme j'ai dit, sinologue, spécialiste donc, de la médecine chinoise, du taoïsme, également, je crois, du bouddhisme et du Chan en particulier. Tu étais professeur donc à l'INALCO, donc l'Institut des langues orientales, je ne sais plus les initiales exactement. Voilà, et donc tu as écrit et publié de très nombreux ouvrages, donc des traductions de textes classiques chinois, de textes sur le Qigong, sur l'alchimie interne, un tas d'ouvrages passionnants que vous connaissez, que vous pouvez retrouver bien sûr en faisant des recherches sur Internet. Donc Catherine, donc, merci encore de partager ce moment avec nous. Et donc, bienvenue. Et, voilà, je veux dire quelques mots peut-être pour compléter ce que j'ai dit. Eh bien, bonjour, merci Alex. Je suis ravie de pouvoir discuter et dialoguer avec toi sur un sujet qui me passionne, évidemment. Donc, l'INALCO, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Que moi, quand j'ai commencé mes études dans cet institut, ça s'appelait tout simplement les langues les langues orientales. Voilà, Ouais, ok. école formidable parce que on y apprend plus de 80 langues et c'était à l'époque vraiment un petit microcosme et ça l'est toujours où se côtoyaient des cultures très diverses et c'est ce qui m'a vraiment intéressée. Alors la sagesse chinoise, eh ben, je vais commencer par dire que les Chinois ne sont pas plus sages que nous, loin de là. Disons que c'est une autre Mm, sagesse mm, mm, qui nous fascine parce que elle est mm, loin de nous et parce qu'elle nous est étrangère. C'est vrai mm. que leur approche de la sagesse est peut-être différente ou en tout cas correspond à des éléments qui ont existé chez nous. Moi, c'est ce qui m'a vraiment toujours frappé dans mon travail et mon côtoiement avec la Chine et les Chinois, c'est que nous avons eu des penseurs qui avaient des approches similaires, mais que on les a oubliés ou ils n'ont pas été dominants dans des choix que nous avons faits. Donc Du coup, voilà, ok, donc c'est en super. fait Du coup, excuse-moi, je une t'interromps tout de découverte. suite, mais c'est super Oui. intéressant de faire ce parallèle. Est-ce que du coup, concrètement, tu penses à quels auteurs français typiquement qui ont ces résonances? Qu'est-ce qui te vient en tête comme ça? Oh, ben, il y en a plein. Il suffit de relire des gens comme Descartes, par exemple, qui a écrit des traités de l'âme dans lesquels on trouve des choses intéressantes, similaires sur l'intériorité, sur la méditation, sur la réflexion, parce que la méditation, c'est aussi la réflexion. Ça, c'est dans le domaine de la pensée. On dit toujours Descartes, si je pense, donc je suis, mais c'est vraiment le pauvre réduire de beaucoup tout ce qu'il a écrit et sa pensée dans le domaine
de la médecine. Et bien, au XIXe siècle, il y a eu pas mal de courants, comme le vitalisme, comme le mesmérisme, qui déjà avaient une approche différente Énergétique. de la maladie, du malade, et des outils, qui proposaient des outils aussi différents de ceux que l'on a adoptés de manière générale par la suite. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà, même si ça a été moins poussé que dans la culture chinoise, il y avait quand même des approches très très similaires. Il y a eu d'ailleurs au XVIIe siècle des dialogues très intéressants entre Mm, des mm. médecins français, notamment le docteur Saillant, sur la technique des poux. On oublie que la prise des poux existait depuis les Grecs et qu'on avait aussi dans notre médecine plus de 15 poux différents. Et ça, on l'a oublié. D'accord, d'accord. Formidable. Et d'ailleurs, justement, pour rebondir là-dessus aussi, on sait qu'il y a une relation assez intime entre la France et la Chine, en tout cas à une époque, avec les jésuites, il y a quand même eu des connexions très fortes sur le plan intellectuel. Euh, il y a une tradition aussi de sinologue en France, dont tu fais partie. Il y a un lien quand même particulier entre la France et la Chine sur le plan intellectuel, non? Oui, mais pas plus que l'Europe à une certaine époque, hein. Effectivement, ça a commencé avec bon, avant Louis XIV, mais disons c'est surtout à partir de Louis XIV et plus précisément du XVIIIe, XIXe siècle qu'il y a eu un véritable engouement pour tout ce qui venait d'Extrême-Orient, Mm. euh, avec les missionnaires qui rapportaient des connaissances et des savoirs intéressants dans tous les domaines, y compris dans la gymnastique, hein. On dit que la gymnastique suédoise Mm, aurait tout à été en fait. partie inspirée par ce que le père Amyot avait rapporté sur les mouvements gymniques de la Chine. C'est ça. Donc, du coup, ce serait une sorte de gymnastique qui aurait emprunté beaucoup donc au Qigong ou au Taoyin, hein, donc aux méthodes chinoises, C'est en quelque ça, sorte. Mm. c'est Une ça. sorte de Qigong avant l'heure pour l'Occident. Voilà, c'est ça. Ok, ok, Et super. c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines, dans les plantes, hein. Il y a beaucoup de plantes qui sont venues d'Extrême-Orient, de Chine. Et puis, il y a évidemment toute la pensée confucéenne avec la querelle des rites. Et voilà, donc ça a toujours été… en fait, on s'imagine que parce que nous avons des moyens de communication plus performants, les échanges sont beaucoup plus importants. Mm. C'est vrai, certes, mais ça fait très longtemps que les échanges existent, aussi bien échanges de techniques que de pensée et de savoir-faire. Mm. Tout à fait. Super, super. Ok. Donc maintenant, si vraiment on fait cette connexion euh, on sait qu'il y a une forme, bien sûr, de développement et d'engouement autour des méthodes chinoises. Donc depuis maintenant, depuis les années 90, certainement, il y a le Qigong qui s'est beaucoup développé, l'acupuncture, les médecines énergétiques. Donc il y a un grand engouement. Sûrement parce que, comme tu dis, il y a un côté un petit peu merveilleux, exotique, qui crée une forme de fascination inconsciente. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même plus que ça. On sait aussi que c'est des outils extrêmement performants qui viennent combler un vide par rapport à l'approche occidentale qui est très matérialiste. Donc là, ces outils-là viennent s'adresser aussi au cœur, à l'esprit, à l'âme. Donc ça vient peut-être aussi, il y a une raison profonde de cet engouement. Et donc de nombreuses personnes veulent comprendre, découvrir, étudier et même pratiquer ces méthodes-là. Et en même temps, le thème, du coup, ce que je voulais te proposer, Catherine, aujourd'hui, c'est amener un petit peu peut-être une réflexion plus profonde pour ceux qui ne veulent pas rester au niveau de l'outil, de la pratique. L'idée, c'est que l'acupuncture, ce n'est pas juste mettre des aiguilles ou appuyer sur des points des méridiens. Ce n'est pas uniquement appuyer sur des boutons. C'est toute une philosophie de la vie, de l'être, et qui est basée sur une vision du monde qui est propre à cette pensée chinoise. Donc, comment on pourrait peut-être, en illustrant avec quelques concepts, quelques phrases essentielles de la pensée chinoise, pour aider ces étudiants, ces praticiens, à faire ce cheminement, remonter à la source en fait, de cette pensée et de ces outils. Ce qui pourrait les aider, du coup, Oui, voilà, à progresser dans leur pratique et surtout être dans la bonne direction, à ne pas se tromper, surtout, à ne pas se tromper de chemin. on va pas se tromper. Alors là, je suis désolée de te contredire, mais j'espère qu'ils vont beaucoup se tromper parce que c'est en se trompant qu'on arrive à progresser.
Et Ok, c'est très peut-être juste. là, donc, que je vais en venir à l'essentiel, en fait, et je pourrais presque m'arrêter là. C'est que ce que propose la Chine et ce que nous avons un peu oublié, c'est en fait une connaissance de soi qui utilise comme outil tous les outils que nous avons en nous. C'est-à-dire qu'il y a dans la culture chinoise une conviction profonde que nous avons en nous cette sagesse et que on peut toujours se servir de techniques, de choses extérieures, de théories pour cheminer et pour arriver au fond à un certain bien-être total, qui n'est pas uniquement un bien-être physique ou de plaisir, mais vraiment une harmonie de soi, un épanouissement, une satisfaction. Et pour tout ça, eh bien, il faut quand même commencer par se mettre en chemin, c'est-à-dire chercher, être dans une quête. Et cette quête, il n'y a que l'individu qui peut la faire. Tout ce qui vient de l'extérieur comme technique, ce sont des outils, des méthodes que l'on propose. Mais si ces méthodes, on ne les applique pas, et ça, ce qui est très important dans la culture chinoise et que nous avons beaucoup de mal à intégrer, c'est que c'est un cheminement constant, quotidien, dans lequel la répétition, le temps est essentiel. C'est ça qui va œuvrer. Et il vaut beaucoup mieux faire 10 minutes par jour, par exemple, d'une méthode, d'une technique que l'on a choisie, que d'en faire 2 heures une fois par semaine, et puis après, de s'étonner. Donc, c'est vrai qu'on aura quand même des bienfaits, d'abord parce qu'on découvre des approches nouvelles du corps, de nos émotions, de notre relation à l'autre, mais ça aura peu de résultats par rapport à ce que nous propose vraiment, justement, cette sagesse, parce que c'est quand même une sagesse. La sagesse, c'est de commencer par soi. Et commencer par soi, alors là, je rejoins une phrase que tu connais probablement, enfin en tout cas que tous les Chinois connaissent, puisque ça fait partie de l'un des 4 livres de base du confucianisme, qui s'appelle, ce livre, c'est La Grande Étude. Et dans La Grande Étude, ils montrent parfaitement que il faut d'abord Xiu Shen, se Alors, cultiver soi-même, je vais la partager, hein, ouais. Tu peux commencer à expliquer, je vais la partager pour à l'écran. ensuite mettre de l'ordre dans la famille. Et là, c'était la famille au sens large, c'est-à-dire le clan familial. Si la famille est en harmonie, à ce moment-là, les royaumes étaient bien administrés, étaient en paix. Et si les royaumes étaient bien administrés, l'empire connaissait la paix. Donc c'est cette idée que les choses ne viennent pas de l'extérieur uniquement, mais qu'elles viennent beaucoup de soi-même et de la façon dont on va se positionner par rapport à toutes les expériences extérieures de notre environnement. C'est ça qui est important. Donc, Voilà. il y a cette idée que par la présence et par le travail que l'on fait sur soi, on a une influence sur l'environnement, donc l'environnement proche, puis de plus en plus. Si vous voulez, c'est comme une forme de réseau à partir d'un certain nombre d'éléments qui sont les individus. Plus les individus seront capables d'être en harmonie avec l'environnement, plus cet environnement va être paisible et agréable. C'est-à-dire que l'agitation ou tous les troubles qu'il y a dans l'environnement viennent aussi, ils viennent pas uniquement d'en haut, mais ils viennent aussi de tous les composants de la société, du pays et de l'endroit dans lequel on évolue, dans lequel on vit. Et pour se cultiver soi-même, alors là, il y a, selon le confucianisme, selon le bouddhisme, selon le taoïsme, différentes attitudes, différentes philosophies qui sont proposées, mais qui toutes reviennent au fond à cette idée que il faut cultiver son corps et son esprit. Et que Ok, super. négliger l'un, c'est faire fausse route. Parce qu'il y a cette conviction que le corps et l'esprit, eh ben, c'est comme la face et le revers d'une pièce de monnaie. C'est la même chose. Ce sont les 2 faces d'une seule et même Ok, chose qui super. sont Catherine, est-ce que je composées peux t'interrompre d'individus. un petit instant parce que tu dis des choses très importantes et très profondes avant d'avancer plus loin.
Est-ce qu'on peut revenir sur certains de ces points déjà qui sont vraiment fondamentaux, avant justement que tu avances et que tu développes, hein, la notion du corps et de l'esprit, de ce travail intérieur? Justement, j'ai des questions par rapport à ça qui vont nous aider à comprendre mieux ceci. Donc, cette idée, hein, donc c'est Confucius, hein, c'est une phrase de Kongzi, de Confucius, qui est très importante. Donc, est-ce que je peux essayer de reformuler? Tu me dis si c'est correct. Donc, Shuchen, c'est d'abord, pour faire simple, c'est travailler sur soi. C'est faire le travail intérieur. C'est cultiver, c'est d'abord l'individu qui doit se transformer Ah, pas lui-même. uniquement. Oui, mais pour Confucius, déjà, c'est pas Confucius, hein, c'est son petit-fils qui aurait écrit la grande étude, mais Shuchen, se cultiver soi-même, Mmh. euh, c'est cultiver tous les aspects De son de être. sa personne, Mmh. et notamment la façon dont on se comporte avec les autres. Ouais, Donc là, tout on à fait. rejoint le rite qui est très Mmh. important pour les Confuciens dans le Shuchen, dans la culture de soi. OK. Donc, le point de départ, c'est ce travail sur on va dire, s'améliorer globalement, ou vivre en harmonie et s'améliorer, se peaufiner en tant qu'individu. C'est le point de départ. C'est le premier cercle, en fait. C'est comme des cercles concentriques, non? Où on part d'un noyau qui est, qui est l'individu, puis qui va élargir. Une fois que son harmonie a été trouvée en tant qu'individu, il va pouvoir commencer à rayonner et à mettre de l'ordre sur un premier cercle, qui est celui de son foyer, de sa famille. Euh, oui, c'est une bonne image, mais qui n'exprime pas tout à fait ce rôle du Sushen, de la culture de soi. Mhm. La culture de soi, comme je viens de le dire, il y a les rites. C'est-à-dire, c'est d'abord pas s'améliorer, parce que s'améliorer, il y a une connotation euh, morale, éthique, qui part du principe qu'on serait mauvais au départ. Or ça, il y a eu tout un débat chez Confucien pour savoir si la nature est bonne, si elle est mauvaise. C'est plus une disponibilité à mieux se connaître pour mieux profiter de tous les potentiels que l'on a en nous. C'est Mm. développer le potentiel, laisser ce potentiel se développer. Donc, il est déjà présent à la base. Tout est déjà, voilà, ce Il est potentiel déjà déjà. présent à la base, puisque c'est ce que j'ai dit au départ. Il y a cette conviction que nous avons déjà tout en nous. Voilà, c'est un peu, on peut rapprocher ça aussi de la pensée taoïste ou bouddhiste, avec ce Xing, avec le Tao Xing ou le Fo Xing, il y a cette nature pure, complète au départ. Oui, il y a nature complète, mauvaise, bonne, ça, les points de vue vont être différents. Mm. Mais le travail, c'est effectivement sur cette nature innée. Mm. C'est ça qui est fondamental. Qu'est-ce Mm. que c'est que cette nature innée? Ben, faut aller à sa recherche pour vraiment comprendre ce que c'est que notre nature profonde. Donc la comprendre, c'est pour ça que je n'avais pas cette idée d'améliorer, parce que c'est pas tellement l'améliorer que la connaître, la reconnaître et lui permettre de s'exprimer. Mm. Contrairement à ce que l'on pense, toutes ces méthodes qui sont quand même rigoureuses ne cherchent pas à limiter ou à encadrer la personne, mais au contraire, à lui permettre de se développer. Ok, très intéressant. Effectivement, vu de l'extérieur ou de Et donc, l'Occident. c'est pas uniquement Mm. une influence par cercle concentrique, c'est une influence aussi par les liens et les communications que l'on va créer avec la nature, avec le temps, puisqu'on va se mettre en harmonie avec le temps, avec la société. Et c'est en fait ce qui est le plus mauvais pour un Chinois, c'est d'être isolé. Mm. L'idée principale, c'est toujours de créer du lien, de former ces réseaux et d'être conscient que tout fonctionne en réseau. Tout à fait. C'est-à-dire que toute chose qui va se passer chez nous va avoir une influence sur quelque chose de l'environnement extérieur, que ce soit une personne, que ce soit la nature, voilà, que c'est toujours une interaction et un échange. Et c'est tout ça que l'on a peut-être oublié beaucoup en Occident, que l'on redécouvre, puisque maintenant, par exemple, on découvre avec la vie secrète des arbres que Mm. tout est lié.
Donc ça, on le redécouvre aussi chez nous, mais c'est quelque chose qui a toujours été important dans la culture chinoise et notamment en médecine, dans le qigong, dans la divination, dans toutes ces méthodes qui justement visent à nous faire comprendre à quel point nous sommes reliés à tout ce qui nous entoure. Et pour le comprendre, il faut bien sûr être calme soi-même, avoir une certaine clarté d'esprit, d'où cette nécessité de Syushen, se cultiver soi-même, parce que se cultiver soi-même, c'est aussi cultiver son esprit et son corps. Intéressant. Donc, effectivement, dans les pratiques, aussi bien chez les confucianistes que chez les taoïstes, chez les bouddhistes, peut-être, hein, c'est peut-être un petit peu particulier, où l'esprit a peut-être plus de primauté, mais il y a dans la pensée chinoise, vraiment cette notion de yin et yang, en fait, hein, du corps et de l'esprit, où, comme tu l'as dit, c'est deux facettes de la même pièce, et aucune des deux doit être laissée à l'abandon. Oui, bien sûr. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a quand même pas, malgré tout, hein, une forme de primauté sur le travail sur l'esprit? Non, pas Le- du tout. Dans le sens, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Les deux sont liés. Les 2 sont liés, bien sûr, Les deux bien sont sûr. liés. Qui est-ce qui travaille sur l'esprit? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Quelle est la différence entre le corps et l'esprit? Où s'arrête le corps, où commence l'esprit? Tout à fait, tout à fait. Euh, Quand on travaille un mouvement génique, si on travaille simplement le corps, en faisant attention à bien mettre le pied droit là il doit être dans tel mouvement, avoir à bien poser son bassin dans la posture verticale, dans la posture de l'arbre par exemple. Si on s'arrête à là, si on s'arrête à cet aspect-là, eh bien, autant faire de la marche à pied, du Bien sûr. bodybuilding. C'est pas ça, le travail du mouvement et le travail du corps en Chine. Il y a tout un travail qui se fait, alors peut-être pas tout au début, parce qu'il faut déjà apprendre, par exemple, à bien faire le mouvement, donc déjà apprendre à connaître son corps, à savoir comment le bouger, mais après, qui fait bouger le corps? Comment est-ce qu'on le fait bouger? Par Donc l'esprit, par l'intention, bien sûr. là, il y a tout un travail sur l'esprit. Et puis ensuite, il y a tout un travail sur le lien entre l'esprit et le corps, à travers différents outils qui nous sont proposés, comme la respiration. Comment la respiration, qui est un élément fondamental pour moi, de lien entre le corps et l'esprit. C'est vraiment par la respiration que l'on peut arriver à joindre le Tout à corps et fait. l'esprit qui chez nous sont dissociés. Et puis il y a ce I, cette image mentale, cette pensée qui va nous servir, qui part de l'esprit, qui est, comme on dit dans les textes, le cheval du Qi, et ce souffle de cette énergie, et c'est cette énergie qui va mettre en mouvement le corps. Donc quand on passe du corps à la respiration, à l'intention, ou ce qu'on appelle le Shen, c'est-à-dire les forces psychiques, à l'esprit, tout ça c'est lié dans la pensée chinoise. Donc on ne peut pas travailler uniquement le corps. Si on en reste là, c'est bien dommage, et à ce moment-là, on peut être Bien attiré sûr. par toutes ces techniques chinoises, mais on n'entre pas vraiment dedans et dans tout ce qu'elles peuvent nous apporter vraiment d'intéressant. Tout à fait, tout à fait. Donc là, tu évoques très bien cette notion d'interdépendance, d'interconnexion entre l'aspect matériel, physique et plus subtil, hein, des chi, des souffles et de l'esprit. Et quand je disais que peut-être il y a une primauté de l'esprit, c'est un peu exagéré, c'est pas correct. Tu as raison, les deux, il y a pas de différence dans l'absolu. Mais quand même, souvent, c'est aussi peut-être pour nuancer l'approche occidentale, qui a une approche souvent très corporelle des choses et qui a du mal à connecter cette dimension de l'intention, de l'esprit. Et moi, je sais que mon professeur de médecine chinoise, de Qigong, le professeur Bai, souvent, il répétait une phrase, il disait Yang Shang, Xian, Yang Xin. Donc, nourrir le corps, nourrir la vie, c'est d'abord nourrir le cœur, nourrir l'esprit.
Et Oui, ça oui, vient… tout à fait. Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que nous, on en reste au corps, très Hmm, souvent. Voilà. c'est ça. Alors que tout- toutes les personnes que j'ai connues qui pratiquaient vraiment des techniques de Qigong de qualité, hein, parce que là, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que le Qigong, dans le Qigong, il y a tout et n'importe quoi. Donc, il y a des choses qui ont été inventées à l'ère maoïste parce que, voilà, pour des raisons diverses. Donc, il y a toutes sortes de Qigong, mais quand il s'agit de Qigong de qualité, toutes les personnes que j'ai rencontrées pratiquement euh, cultivent en même temps leur esprit par ce que l'on appelle la méditation, c'est-à-dire par des temps de repos où l'on reste seul avec soi-même, dans l'immobilité du corps au début, pour effectivement approfondir cette connaissance de soi, pour travailler sur l'esprit. L'esprit, ce qu'on traduit par esprit ici, c'est en chinois le terme xin, qui désigne à la fois le cœur organe et cet esprit, cette conscience, ce centre de l'être, Hmm. qui est à la fois quelque chose de personnel, mais qui est aussi commun. D'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, je rebondis là-dessus. C'est que la preuve, c'est que là, il désigne l'esprit par un idéogramme qui est physique, qui est le cœur Oui, aussi, qui est l'organe. C'est bien à nouveau tout cette… à fait. Voilà, on voit bien comment, au fond, les deux sont tellement liés que sont cela liées. réapparaît même dans la terminologie et dans le vocabulaire, dans les caractères utilisés. Hmm, hmm. Donc, cultiver l'esprit. Alors maintenant, là, je voudrais aussi rebondir sur ce terme de méditation, euh, qui peut peut-être en effrayer certains ou au contraire en fasciner d'autres. Euh, pour moi, la méditation, c'est vraiment un moment que l'on se réserve de calme, un moment où l'on oublie un petit peu tous les soucis, toutes les sollicitations extérieures, pour justement faire le point, voir où on en est dans l'évolution de notre être, dans toutes nos émotions, dans la façon dont on va prendre des décisions à partir justement de l'état d'esprit dans lequel on est, et travailler sur cet état d'esprit pour faire en sorte de simplifier les choses, de se calmer, de ne pas se créer parfois inutilement des problèmes et d'arriver, comme l'image la plus utilisée est celle du vase d'eau trouble que l'on agite, quand on le laisse au repos, petit à petit, les choses se calment et deviennent de plus en plus claires. Plus on prendra le temps chaque jour de faire cet effort, euh, plus on se facilitera la vie quelque part. Et cette méditation, c'est aussi une réflexion. Ce n'est pas simplement rester là, attendre, oublier les pensées. Il ne s'agit pas non plus de les supprimer, mais simplement d'observer. C'est une attention vigilante qui va pouvoir nous servir dans toutes les expériences de la vie. Et donc, méditer, c'est pas simplement s'asseoir un quart d'heure, une demi-heure, mais c'est faire cette démarche, entrer dans ce processus, dans ce cheminement de connaissance de soi. Et on peut très bien, quand on a 10 minutes dans la vie à ne rien faire, eh bien, se mettre dans cet état de méditation. Ça ne demande pas forcément de réarranger sa vie en disant bah, j'ai pas le temps parce que j'ai tant de choses à faire. Eh bien non, d'avoir d'économiser son temps de cette façon-là en prenant le temps pour soi, eh bien finalement on gagnera du temps dans sa vie. Très bien, ouais, très juste. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Comme tu dis, il y a beaucoup de personnes, ils se rendent compte qu'ils auraient besoin de pratiquer même des choses simples, hein, comme méditer, s'asseoir tranquillement, pratiquer des respirations, des choses très simples. Ils vont avoir du mal à s'y mettre, comme tu dis, à justifier, manque de temps, d'être débordé, etc. Première chose, c'est sûr, comme tu l'as dit, souvent, c'est
c'est le mental aussi qui nous… On va se trouver des excuses en quelque sorte, hein, peut-être au début pour rester dans nos habitudes anciennes, première chose. Et ensuite, ce qu'il faut bien rappeler, comme tu l'as dit, c'est que le fait de prendre ce temps de pratique, ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. C'est aussi se donner des ressources pour être ensuite plus serein, plus tranquille et aussi plus efficace dans ses actions quotidiennes. Et il y a une phrase de Martin Luther King que j'aime beaucoup, qui va aussi dans ce sens-là. Et il disait, en fait, j'ai tellement de choses à faire dans la journée que je suis obligé de commencer par 1 heure de prière le matin. En fait, c'est l'inverse, hein. C'est prendre ce temps-là, c'est s'offrir du temps pour la suite. Oui, tout à fait. Et moi, je donne souvent cet exemple d'un de mes profs de Tai Chi Chuan qui était venu chez moi une semaine et qui, lui, était vraiment le Tai Chi Chuan, c'était toute sa vie. Hein, c'est-à-dire il le pratiquait pratiquement 5 heures, 6 heures par jour. Il en vivait. C'était vraiment l'essentiel. Quelqu'un de pas très lettré, donc qui était vraiment dans la pratique et qui pratiquait le Tai Chi Chuan et méditation. Et j'étais en train de faire la vaisselle et il m'arrête. Il me dit non, 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 ça va pas. Tu vois, quand tu fais la vaisselle, tu bouges ta main comme ça, sans bouger ton corps. Ta main est complètement dissociée du reste du corps. Ce n'est pas juste. Tu dois appliquer les principes du Tai Chi Chuan. Quelque temps après, on avait fini de manger, j'avais fait la vaisselle, je balaye, je prends le balai. Même chose, il m'arrête et il me dit non, 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 tu balayes pas comme ça, tu balayes toujours avec tes bras, sans le reste du corps, je vais te montrer. Voilà. Et donc, voilà un exemple typique de la façon dont un Chinois qui s'engage dans cette pratique c'est constamment, en fait, qu'il est dans cette attention à ce qu'il est, à la façon dont est son corps, etc. Donc, n'importe quelle occasion de la vie peut être un maître, en fait, pour cette recherche et il ne s'agit pas de chercher une sagesse, justement, qui serait complètement désincarnée. La sagesse, c'est de mieux vivre au quotidien. Tout à fait. Et puis en plus, au final, il a raison, parce que même un mouvement de vaisselle qui est fait mécaniquement, juste avec un muscle ou 2 muscles, on ne s'en rend pas compte, mais sur le long terme, on va peut-être se fatiguer, se faire mal, se faire un geste qui est harmonieux, qui est global. Au final, c'est aussi globalement bénéfique pour notre corps, notre santé. Ce n'est pas juste pratiquer pour pratiquer, c'est qu'il y a aussi des vrais bienfaits Non, derrière. non, non, ça apporte beaucoup, 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 bien sûr. beaucoup d'avantages. Ça, c'est évident. C'est vraiment évident. Ta vaisselle brille plus. Hein? La vaisselle brillera plus. Non, mais le gros avantage, c'est que finalement, c'est lui qui a fini par faire la vaisselle aussi. Ben, par exemple aussi. Ça, non, mais c'est en plus, cette démarche nous apporte, vraiment développe notre potentiel et développe notre potentiel sensoriel. C'est-à-dire que tout va s'affiner parce qu'il y a moins de parasites, au fond. On est moins dans l'idée que ça doit être comme ci ou comme ça. Donc, quand on projette moins nos propres pensées ou nos propres émotions sur les choses, elles nous apparaissent plus clairement. Et du coup, toutes nos perceptions vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus sensibles, ce qui est quelque chose de fondamental, en particulier pour le médecin chinois. Le médecin chinois qui veut apprendre à prendre les pouls, eh bien, il doit affiner son toucher. Et il ne peut pas affiner son toucher s'il a déjà une idée préconçue de ce que doit être le toucher ou de ce qu'il va trouver comme type de pouls. Donc, c'est vraiment toute c'est essentiel pour tout médecin de se cultiver, de pratiquer la méditation pour justement entrer dans cette disponibilité de l'esprit qui va permettre de mieux sentir ce qui se passe à travers les pouls, par exemple, de mieux voir à travers tous les principes de physionomie dans quel état est la personne qui vient. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être, qui sont indispensables dans cette pratique. Est-ce que tu penses qu'on peut dire que le point de départ, moi, d'après mon expérience d'études de ces méthodes, en particulier en Chine avec des médecins chinois, lorsqu'on arrive, il y a un mot qui répétait sans cesse. Un des premiers mots chinois que j'ai appris en Chine, c'est fanzong. C'est commencer fanzong, se détendre.
À Fanson, oui. Alors, ben, ça, oui, évidemment. C'est pas le point de départ C'est, pour un occidental de commencer par se détendre physiquement, mentalement. oui, mais Fanson, c'est plus que se détendre. Fanson, il y a deux termes en chinois, Mm, Fang et Song. mm, Et Fang, c'est lâcher. Fang, tu prends un objet, tu le laisses tomber. mm. Donc, Fang, tu prends tes soucis, tu les laisses tomber. Tu prends tes préoccupations, tu les laisses tomber. Fang, c'est lâcher. Et Lâcher. après, Song, c'est effectivement se détendre, c'est-à-dire donner de l'espace à tout. Hein, donner de l'espace à tout ce qui est en nous, donner de l'espace à tout ce qui est autour de nous. C'est le contraire du stress, effectivement, où tout est contracté. Et là, on se dissout, on se développe, on se détend. Et la respiration, notamment l'expiration, est un outil formidable qui est bien connu d'ailleurs, hein, de toutes les méthodes de relaxation du yoga en Inde et du Qigong en Chine. L'expiration permet aussi de relâcher, de se détendre. Mais il ne faut pas oublier le premier, lâcher. Lâcher, tout Donc d'abord. lâcher, c'est plus l'idée au niveau, disons, de l'esprit. Lâcher, laisser tomber, oublier. Les taoïstes parlent beaucoup de cet oubli, Mm, oublier les choses, oublier le moi Wang. Ça. et lâcher. Mm, Wow, oublier. mm, mm. Et on constate effectivement tout de suite, hein, en Tuina, par exemple, dans les méthodes de massage, lorsque le masseur débutant est un peu crispé, tendu, la technique, elle ne va pas pénétrer. À l'inverse, dès qu'il y a un relâchement, hein, physique, mental, déjà on force moins. Donc le masseur va ne plus s'épuiser, ne plus se fatiguer inutilement. Et la technique, hein, sera plus pénétrante, plus efficace, globalement. Donc il y a un double bénéfice. Et souvent en Occident, on sait qu'en France, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut forcer, il faut montrer que tu forces, que c'est dur. Et c'est ridicule, en fait, hein. Forcer, c'est souvent, je dis que c'est la preuve qu'en fait, que tu n'es pas forcément efficace ni compétent. Un bon pratiquant, il est justement, il n'a pas besoin de forcer, quoi. Parce qu'il s'appuie aussi sur quelque chose sur des lois, sur des principes qui vont le traverser et agir à travers lui. Oui, bon, on trouve ça dans les arts martiaux, hein, on trouve en Chine les arts martiaux dits externes et les arts martiaux dits internes, dans lesquels la souplesse, le relâchement, comme l'élastique, a plus d'efficacité Mm. que la force et la puissance musculaire. Mais moi, j'irais plus loin aussi dans dans ce que tu dis pour, par exemple, pour le massage et les masseurs ou le médecin. Quand la pratique part d'une d'un relâchement, d'une disponibilité de l'esprit, au fond, et quand pour les taoïstes on est dans l'oubli de soi, à ce moment-là, le bénéfice, il y a vraiment un lien, un échange entre le patient et le médecin. Mm. Il y a un échange qui est bénéfique pour les deux. Mm. Et plutôt que de se fatiguer et de perdre de l'énergie quand on soigne, dans cette disposition, dans cette disponibilité de l'esprit, eh bien, au contraire, on en tire bénéfice. On en tire bénéfice, pas forcément physiquement, on peut être fatigué physiquement, mais au niveau de l'énergie subtile, il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'on en tire bénéfice. Exact, exact. Et il y a une résonance aussi entre les termes, tu sais, entre donc la détente, song, et la circulation, tong. Souvent, il y a ces jeux de mots entre song et tong, détente. Si tu es détendu, ça circule. C'est aussi un principe de la médecine chinoise. Si tu es détendu, ça circule. Si tu es crispé, il n'y a plus de communication, en fait. Et tu viens de le dire, effectivement, sur le plan de l'échange énergétique humain, mais aussi sur le plan interne des méridiens, hein. On sait que les tensions internes sont la cause du blocage du mouvement du qi, hein, et ensuite l'apparition des déséquilibres, et des maladies, hein, du point de vue de la médecine chinoise. Donc cette Tout à fait, détente est fondamentale, tout à extrêmement, fait, tout à extrêmement fait. importante. Et dans les termes traditionnels pour désigner les différentes sortes de maladies, c'est toujours en relation avec un désordre de la circulation du qi. Donc, soit il va être engorgé, soit il va stagner pour des raisons diverses, soit il va être bloqué. Et quand tout est fluide, eh bien, à ce moment-là, tout va très bien. C'est évidemment cette fluidité et cette circulation. Donc, pour qu'il y ait circulation, il ne faut pas qu'il y ait rupture non plus.
il y a toujours continuité, il y a toujours le lien. Déjà, tous ces mots que l'on connaît en Occident, qui peuvent être utilisés en psychothérapie, en psychanalyse, tout ça, c'est fondamental et c'est dans les pratiques, dans les méthodes qui nous sont proposées par la Chine. Le lien, l'échange, la communication, C'est vrai. l'harmonie, les réseaux, voilà, plus que des points de vue éthiques et moraux, ce sont quand même des mots sur lesquels on peut travailler. On peut travailler sur notre propre, la façon dont on communique avec les autres, par le corps, par la parole, par toutes sortes de choses. Donc, au fond, euh, ce qui, moi, m'a passionné, c'est que toutes ces méthodes, même les plus physiques, hein, nous donnent toutes sortes de clés que l'on peut appliquer autrement dans notre vie. Mm. C'est là où se situe pour moi la sagesse chinoise, qui n'est pas si différente de la nôtre, Qui est universel finalement. De toute façon, la vie est qui est une. presque universelle, mais que l'on a soit oublié, soit occulté pour des raisons multiples et diverses, et que l'on retrouve. Pourquoi on les retrouve? Parce que c'est important d'aller vers l'inconnu. L'inconnu nous attire. L'inconnu nous force à bouger. Quand c'est connu, bon, c'est connu, mais on reste là dans l'acquis, on ne bouge pas. Donc, la Chine et ses méthodes sont un moyen d'aller vers l'inconnu pour revenir à nous-mêmes, Mm. Mm. de connaître par différemment des choses que l'on a en nous et de le comprendre et de les assimiler. Et donc, peut-être pour revenir à quelque chose de très, très concret, très, très applicable, tu parlais de la respiration comme la clé pour faire le pont entre notre corps, notre esprit et avoir un effet immédiat, en fait, une transformation immédiate de notre état. Peut-être, qu'est-ce que comme tu l'as dit aussi, des fois, une méthode simple, appliquée régulièrement, quotidiennement, même 5 minutes, peut apporter des changements profonds dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que d'après toi, serait quoi peut-être la méthode la plus facilement utilisable par n'importe qui, en fait, sans aller à un niveau de maîtrise avancé, mais la base, c'est quoi peut-être? Qu'est-ce qu'on peut conseiller comme exercice simple pour aller vers cette détente, aller vers ce calme intérieur? Il n'y a pas il n'y a pas, s'il y avait une technique, une méthode qui permet ça, ce serait trop simple. Mmh. Donc, ce qui compte, c'est la façon dont on va appliquer la méthode, quelle qu'elle soit. OK. N'importe, et j'en reviens à méthode, non méthode, c'est-à-dire en dehors de cette méthode, toute, toute circonstance dans la vie Mmh. peut nous permettre d'appliquer cela. Bon. Cela dit, de manière plus concrète, en Chine et dans le taoïsme, on commence par travailler le corps, puis la respiration, puis les niveaux énergétiques plus subtils, puis les émotions, Mmh. puis l'aspect spirituel, tout ce qui touche l'esprit. Mmh. Donc, il y a quand même une progression. Mmh. Et là, tout dépend de chaque personne. Il n'y a pas une recette universelle. Mmh. Tout dépend de chaque personne, des problèmes de chaque personne, des blocages de chaque Mmh. personne. Si tu prends quelqu'un qui a aucune connaissance de son corps, Mmh. ben, évidemment qu'il va falloir passer du temps par l'apprentissage de la motilité de son corps, comment bien le bouger, etc. Cela dit, dans le travail du corps, il y a 3 choses essentielles: l'étirement, Mmh. les articulations et le corps comme un tout. Donc, commencer la journée par s'étirer, hein, que ce soit dans son lit ou faire des exercices d'étirement, Ouais, faire ouais. bouger les articulations, essayer de prendre conscience, de ramasser les morceaux de son Mmh. corps. Voilà, déjà c'est une base. Mmh. Si on faisait ça tous les jours, eh bien les progrès seraient rapides, mais on ne fait pas ça tous les jours. Mmh. Ensuite, on peut travailler sur la respiration. Tout simplement, prendre un temps pour voir comment observer sa respiration, voir comment on respire et dans l'expiration,
se rendre compte que, en même temps que l'on expire, toutes les parties du corps se détendent. Et puis, garder 5 minutes, 10 minutes, un temps pour rester soi-même assis, les yeux fermés, sans rien faire, en laissant les choses telles qu'elles sont. Ces 3 aspects, c'est-à-dire corps, esprit, ce qui fait le lien entre les deux, la respiration, si on fait ça tous les jours, régulièrement, après, je pense que toutes les pratiques qui seront faites seront plus faciles. Donc, c'est ces 3 niveaux hein, du corps. Donc, Shen, le corps. Là, le souffle, hein, souvent c'est Shi qu'on emploie. Oui, Et Shin, l'esprit, les émotions. C'est ces 3 niveaux. Et on retrouve cette trinité à nouveau très, très je dirais typique, fondamentale hein, de la pensée chinoise, hein, des 3 niveaux, oui, et terre, homme, ciel. qui nous fait sortir de la dualité et de l'opposition duelle. Voilà. Et le souffle, et ce pont, c'est le souffle hein, qui fait le pont entre terre et ciel, entre corps et C'est le esprit. souffle qui fait le pont entre les deux. Mm, S'il n'y a mm, pas de souffle, s'il n'y a pas de respiration, on meurt. mm, Sans le souffle, le cœur ne marche pas bien. mm. Tout à fait, les poumons, le cœur, relation entre cœur et Eh bien poumon, oui, tout à fait. et si les Chinois disent le cœur c'est souverain, le poumon ministre, Mm. Il y a une c'est quand raison. Hein. même, ils avaient bien compris que le cœur et les poumons, ça va de pair. Tout à fait. Et le souffle, hein, le travail du souffle. D'ailleurs, très souvent, on traduit le mot chi, chi par énergie. Mais peut-être tu peux confirmer que le premier sens de chi, c'est l'air, c'est le souffle, en fait, non? Oui, mais c'est pas uniquement l'air. Mais c'est Le pas que chi ça. sont les vapeurs, Dis la peur. l'air, c'est l'émanation, c'est aussi ce qui ne se voit pas et qui bouge. Mm. Donc ça dépasse beaucoup cette idée d'air ou même de souffle au sens Mm. actuel. C'est pas uniquement le souffle de la respiration, c'est le Bien sûr. souffle au sens où autrefois les philosophes parlaient de souffle, les Grecs ou même les philosophes chez nous Mm. Mm. au Mm. Moyen Mm. Âge et d'après. Tout à fait. Quand C'est on le parle de souffle qui anime, voilà, quand on qui parle de anime, souffle divin, c'est ce qui anime, c'est quoi, ce qui pneuma porte ou. la vie. Mm. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et tu vois, les vapeurs, et bref, voilà, il faudrait peut-être te laisser le temps d'en parler, ce sera peut-être pour une autre fois, qui sait, mais voilà, le terme chi hein, est un terme à part entière qui demande, qui ouvre beaucoup de prise de conscience sur la vie en Oui, le général. terme chi, pourquoi moi j'aime bien cette traduction de souffle, parce que on peut prendre celle d'énergie aussi, hein, parce que je trouve que le souffle nous le rend plus proche de la matière et du concret, Mm. et notamment à travers la respiration. Quand on respire, ça bouge extérieurement, puisqu'on bouge la cage thoracique, enfin il y a tous les contenants de l'air qui sont mis en mouvement. Donc il y a ce mouvement extérieur qui, on l'oublie souvent, va induire des mouvements intérieurs très importants. Et donc on parlera de chi externe et de chi interne. Et ce n'est donc pas simplement l'air que nous respirons, mais c'est toute D'ailleurs, cette dynamique, ce souffle, tout ce qui d'ailleurs, est, toute la dynamique du vide. Il faut qu'il y ait des choses vides pour que ça bouge. et l'idéogramme chi, l'idéogramme en tout cas classique, traditionnel, c'est un grain de riz, c'est les vapeurs qui s'échappent dans le grain de riz, donc ça n'a rien à voir avec les souffles respiratoires alors, dans ce cadre-là. Oui, Donc c'est aussi les souffles, c'est aussi le subtil extrait des aliments cuits et digérés, etc., qui nourrissent les mouvements vitaux de l'être humain. C'est beaucoup de choses. oui. Donc le Qigong, c'est travail sur le souffle, mais pas que c'est sur tous les souffles aussi invisibles du corps. Du corps. Mm, mm. Donc super. Donc là, on revient, à la fin, on fait le pont entre les choses concrètes, donc des pratiques qu'on peut faire au quotidien, et aussi en lien avec cette compréhension hein, de cette vision du monde hein, qui est très particulière. Euh, Est-ce que, si peut-être je peux te demander, toi il y en a beaucoup qui me demandent des débutants ou des étudiants, c'est une question un peu piège, mais quel livre conseiller en français? C'est pas facile. Hein. Allez, comme Sur ça, qu'est-ce quoi? qui te fait un Sur quoi? 3-4? Bah, sur
sur le qi, sur comprendre cette vision en fait énergétique du corps et de. C'est pas évident, hein. Je ne sais pas, non, c'est… Ou si tu devais conseiller 3 livres pour comprendre la philosophie chinoise à un Français. Ben, ça dépend. Il y a un livre de Cyril Javary sur les 3 courants de pensée chinoises. Ok, ouais, très bien. Donc ça, c'est une introduction à la pensée chinoise. Ouais, très bien. Effectivement, les grandes philosophies chinoises de Javary. Un autre. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en tête? Un Qu'est-ce qui te vient? autre, lire carrément, lire les classiques, lire Lao Tzu, Ok, lire Zhuangzi, ok, c'est déjà un peu plus philosophique. ouais. Voilà. Et quelle traduction t'as qui a traduit ça Euh, en français? c'est Jean Lévy. Ok, Jean Lévy, c'est bien. ok. Il y a Rémi Mathieu aussi qui a traduit le Lao Tzu. Moi, j'ai fait une traduction. Alors, si Lao Tzu, le guide de l'insondable, Ouais, je crois que je l'ai ici. qui est pas facile d'accès, mais dans lequel j'aborde justement un peu ces aspects concrets Hmm, des méthodes taoïstes liées au texte de très Lao bien, Tzu. très bien. Et tu n'as pas écrit aussi sur le Neijing Tu, la carte Oui, mais ça, c'est très compliqué et technique? ça sert à rien de lire ce genre de choses parce que on, Très bonne beaucoup de personnes, autopromotion, Catherine. Très bonne hein? très bonne autopromotion. Oui, non, non, parce qu'il faut pratiquer avant de le Ah non, je lire. veux dire, c'est pas pour n'importe qui, tu veux dire. C'est pas pour n'importe qui. C'est pour des Non, gens qui ont déjà. oui, c'est ça. Il y a tout un vocabulaire technique qui va rebuter si on ne le connaît pas d'emblée. C'est quand même un livre aussi plus de recherche historique, mais surtout, euh, cette carte du corps, c'était un support mnémotechnique pour que les personnes qui pratiquent comprennent à quel niveau ils en étaient et quelles étaient leurs expériences. Mais c'est surtout pas ce qu'il faut chercher à faire en visualisant les parties du corps ou les méridiens du corps qui sont décrits dans cette carte. Alors surtout, ne lisez pas ce livre, Ok. ou alors lisez-le, mais ne le mettez pas en pratique. Ou C'est accompagner des l'inverse. personnes compétentes. C'est-à-dire que c'est un des contresens fondamentaux euh, du Qigong, et les taoïstes assistent beaucoup là-dessus, c'est que il ne s'agit pas de faire circuler les méridiens, il s'agit de laisser dans le feng song, on en revient au feng song, lâcher et détendre, et dans cette détente, quelque chose va se mettre en mouvement dans le corps, et c'est à partir de là que on peut aider ce mouvement avec des méthodes, avec des exercices. Mais avant ça, c'est pas la peine, ce sera contre-productif et ça peut être dangereux parce que on va avoir des sensations, les personnes s'imaginent qu'ils ont des circulations qui se font dans le corps, alors que c'est purement imaginé. Très bon rappel. Voilà. Super. Super. Merci. Euh, une dernière question, peut-être on va pas, c'est un sujet qui mériterait aussi d'être creusé, approfondi. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent aux arts chinois, à la pensée chinoise. Moi, je vois dans mes groupes, il y a une majorité de femmes aussi. Et je sais que tu t'es beaucoup intéressé aux maîtres. J'allais dire avec un E, il y a toujours un E à mettre, mais aux femmes, aux nonnes taoïstes en particulier. Tu partais dans le Jiangxi pour rencontrer des nonnes, hein, si je ne me trompe pas, des maîtres femmes taoïstes. Une région en plus avec laquelle j'ai une affinité particulière aussi. Et, euh, et donc, voilà, tu t'es beaucoup intéressé. Tu as écrit un livre, je crois, sur les femmes également dans la tradition taoïste chinoise. Tu confirmes? Tu as écrit un Oui, livre oui, sur. oui, je Oui, c'est ça. confirme. Euh,
Qu'est-ce que les femmes occidentales ont peut-être à découvrir au contact de ces pratiques? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ces pratiques taoïstes, au sens large, hein, peuvent apporter aux femmes en Occident? En 2 mots. Rien du tout. Rien du tout. C'est la même chose, je vais répéter, j'espère que bon, ça a été clair. Ce que j'ai dit au début et ce que je viens de dire, c'est que ce que nous propose la Chine, enfin ces méthodes, c'est un processus de recherche de soi-même. Mhm. Et de même qu'il y a des pratiques de Qigong qui veulent faire circuler l'énergie dans le méridien du dos, le méridien du ventre, et que ça, c'est un contresens. De même, se focaliser sur des pratiques taoïstes qui seraient pour les femmes, qui leur apporteraient quelque chose, c'est un contresens et ça ne sert à rien. Les pratiques taoïstes sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La seule chose, c'est qu'il y a des différences physiologiques entre l'homme et la femme, et que quand la femme va pratiquer, elle va avoir des expériences physiologiques, psychologiques différentes de celles de l'homme. Il suffit qu'elle soit attentive à ces expériences, qu'elle les éprouve, et après, elles pourront peut-être s'intéresser aux techniques taoïstes, mais il n'y a rien de particulier dans ces techniques de plus que cette démarche. Très bien, très important de préciser, c'est intéressant. Est-ce que presque je voulais dire, là tu expliques vraiment sur les pratiques vraiment énergétiques taoïstes, des pratiques sur les, peut-être qu'on peut faire sur les cycles, différentes choses de la femme, mais je voulais dire au sens plus large, au sens aussi philosophique, peut-être que les femmes occidentales, à travers ça, c'est aussi une façon de se reconnecter à son corps. Peut-être en Occident, la femme, pendant longtemps, c'est lié à une forme de libération aussi de l'énergie féminine au sens plus large. En tout cas, un peu rêvé, peut-être aussi un peu fantasmé, hein, certainement, mais il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là, j'imagine. Oui, ben justement. Alors ça, c'est justement, tu touches à un élément important qui est la fascination qui est projetée sur ces techniques, parce que ça fait rêver et des femmes se donnent l'autorisation voilà, de se libérer, de redécouvrir leur corps à travers ça, alors qu'elles n'en ont pas besoin du tout. Pas besoin. Et le problème, il est le même pour l'homme et pour la femme. En Occident, l'homme et la femme connaissent mal leur corps, connaissent aussi, beaucoup connaissent mal leur sexualité. Malgré tous les discours qu'il y a, en fait, de manière pratique, c'est encore à découvrir. Et ben, voilà, il faut se mettre à la découverte et, par ces moyens simples, le corps, la respiration, le qi, l'esprit, et à travers ça, redécouvrir, oui, les spécificités féminines, voilà, redécouvrir ce qui se passe dans son corps quand on est calme, quand une chaleur commence à apparaître, etc. On en revient à apprendre voilà, à se poser simplement, Tout simplement, d'écouter, ce moment voilà, d'introspection. voilà. Être soi-même. Hmm. Et au quotidien, même dans des choses, comme tu l'as dit, hein, très, très banales. Oui, oui, au Hmm. quotidien, tout le temps, plus, Hmm. plus on Hmm. plus on a confiance. C'est aussi une question de confiance. Ça, c'est très fort dans la pensée chinoise, cette confiance dans la vie qui est extraordinaire. Il vaut mieux faire confiance dans sa vie propre que l'on a en soi. On a tout le potentiel, même par rapport à la maladie. On a le potentiel, le corps. Et c'est pas le corps, c'est l'esprit. La personne a les facultés pour s'aider à retrouver l'état de santé. Ce qui C'est ne veut vrai. pas dire qu'il faut se couper des aides extérieures, Hmm. mais Tout à fait. on sait très bien que on a ces possibilités. En tout cas, les Chinois en sont convaincus. Tout à fait, très juste. Et c'est très fort hein, comme message. Peut-être on peut finir là-dessus parce que c'est un message extrêmement fort.
Et qu'on découvre ces outils, ces méthodes, on découvre, comme tu le dis, une forme de confiance en la vie, en son potentiel de guérison, son potentiel d'aller vers plus d'harmonie globalement, de se connecter aussi à une vie plus, voilà, plus grande, un tas de choses. Et ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, hein, face aux difficultés et face aux épreuves, c'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est ça, c'est vraiment, une, oui, c'est merveilleux, C'est merveilleux. c'est La merveilleux. beauté et la force de la Voilà, vie. c'est ça, c'est merveilleux et ça aide beaucoup à traverser ou à résoudre les difficultés, de la vie qui sont parfois très très fortes, très importantes, mais voilà, la confiance, est le Confiance. plus important. Mm. Signe, c'est pas le même caractère que Mm. signe, cœur, esprit, mais c'est signe, Signe la aussi. confiance. Mm. Super, super. Bon, c'est bien, parce qu'on a bien besoin. Il y a beaucoup d'épreuves, hein, individuelles, collectives. Et effectivement, hein, c'est important d'avoir cette force et des choses qui peuvent maintenir cette énergie Très positive. bien. Très bien, merci. Merci beaucoup. Catherine, je te remercie encore Eh ben, de merci tout à cœur. toi. C'était passionnant. Et puis, bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur et au plaisir d'échanger avec toi tout bientôt. Allez, à plus. Au revoir, à plus. Au revoir.